Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre édition de la mi-journée. On commence tout de suite avec cet événement qui s'est déroulé hier, la journée porte ouverte de la médecine nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre. Une journée ouverte au grand public pour en quelque sorte lever les mythes et les tabous qui entourent le traitement du cancer. En Guadeloupe, la médecine nucléaire dispose d'équipements de grande tenue, mais elle est dans l'attente du désormais fameux cyclotron. Le reportage de Muriel Barlagne. Dans cette seringue, un radiopharmaceutique. Il s'agit d'un médicament rendu radioactif. Il varie en fonction de l'organe ou de la fonction que l'on souhaite examiner. Injecté à très faible dose, il émet des rayonnements qui seront détectés par une caméra spécifique, la gamma caméra. C'est le principe de la scintigraphie, un examen relevant de la médecine nucléaire. Elle est prescrite par un médecin généraliste ou un spécialiste comme le rhumatologue, le cardiologue ou le cancérologue. On y a recours lorsque l'on recherche des informations précises. L'examen de scintigraphie est un examen qui regarde le fonctionnement de l'organe. Donc vous avez une information qui est différente de l'imagerie, on va dire, traditionnelle. L'imagerie traditionnelle est une imagerie morphologique qui vous donne la taille de l'anomalie, qui vous montre la grosseur de la tumeur, qui vous montre sa localisation. Mais la médecine nucléaire va vous montrer comment la tumeur fonctionne, ou comment, on va dire, la métastase se développe, ou comment l'infarctus du myocarde s'est installé. Donc vous avez vraiment une imagerie fonctionnelle qui va en plus se surajouter à l'imagerie traditionnelle. La prise de cliché peut durer de 15 minutes à 1 heure. C'est un procédé indolore. Le service de médecine nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre est équipé de 2 gamma caméras de dernière génération. Mais pour être complet, il faudrait un cyclotron et une caméra de type TEP-scan en Guadeloupe. Alors le cyclotron est un équipement que la Guadeloupe doit acquérir absolument, puisque la médecine nucléaire utilise bien sûr des caméras traditionnelles, c'est ce que nous avons actuellement en Guadeloupe, mais nous avons également la possibilité d'installer des caméras qui sont encore plus précises, qui sont encore beaucoup plus performantes, qu'on appelle un TEP-scan, mais le TEP-scan ne fonctionne que s'il est alimenté par des médicaments qui sont fabriqués grâce au cyclotron. Ce projet est bien avancé. Estimé à 8 millions d'euros, il doit voir le jour à la ZAC de Dotémar. La mise en service des installations est prévue pour janvier 2017. Depuis 2 jours, le Memorial Act accueille une conférence internationale des langues de l'Inde dans cette diaspora. Derrière cette rencontre de chercheurs et d'universitaires, c'est un mouvement inexorable de quête identitaire des originaires de l'Inde dans des pays comme le nôtre, comme nous l'explique Anne-Elisabeth Arsène. Fonction. Préservation et transmission des langues d'origine de la diaspora indienne, c'est l'objectif de cette conférence internationale réunissant 35 chercheurs et professeurs d'universités provenant du monde entier. L'occasion pour Marie-France d'approfondir ses connaissances en langue indienne. Je suis venue tout d'abord parce qu'on fait partie d'un groupe, d'un premier contingent, on va dire, de personnes qui ont appris le hindi en Guadeloupe, grâce à Fred Negrit, qui est président du CGPLI. Et donc tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de voir ce qu'on pouvait apprendre en plus sur les autres langues indiennes et puis les différentes façons de parler. On a vu aujourd'hui sur Trinidad et le Suriname et comment ça se passe dans les autres pays de la Caraïbe. Cet espace d'échange entre chercheurs et pédagogues, mais aussi le public, rapproche les descendants de cette diaspora de leurs origines. J'espère qu'ils prendront conscience qu'il faut étudier les langues de leurs ancêtres, ne serait-ce que pour, je sais pas, pour reprendre racine. Analyser, décrypter, enseigner les langues indiennes dans notre région et mieux cerner les enjeux entre les langues et le créole, c'est le but de cette conférence internationale qui se tient jusqu'à samedi au Memorial Act. Et dans notre émission hebdomadaire d'hier Télescopie, le professeur Apasami Murugayen, c'est un linguiste, donnait l'explication de cette quête identitaire qui touche les diasporas de l'Inde, comme d'autres, où qu'elles se trouvent, son explication.
pendant 2-3 générations, on n'a pas le temps de penser à autre chose que de sa réussite sociale. Et aussi, en linguistique, on dit 3 générations. C'est une théorie. Hein. Par exemple, n'importe quelle communauté immigrants, ils vont essayer de garder la langue pendant 3 générations. Après 3e génération, la langue disparaît. C'est-à-dire il y a une érosion linguistique parce que, pour des raisons que je viens d'évoquer. Et après 3e génération, la communauté indienne, vous voyez ici, donc ils ne sont plus que des travailleurs agricoles, ils sont devenus ce qu'ils sont, des commerçants, des riches, des intellectuels, des responsables politiques, des chefs d'entreprise. Ouais. Et en ce moment, ils sont bien à l'aise à justement le temps et le moyen aussi pour dire que tiens, ça va maintenant, je suis réussi et je voudrais savoir un petit peu plus sur mes ancêtres. Et la conférence sur les langues indiennes, les langues de l'Inde dans ces diasporas, je vous le rappelle, se termine ce soir au Memorial Act. L'entrée y est libre et gratuite. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, en commençant par le Brésil. Brésil, aveu d'échec. Le gouvernement ne parviendra pas à atteindre ses objectifs budgétaires pour 2015. Joachim Levy, le ministre des Finances, prévoit désormais un déficit primaire de 52 milliards de riels, soit environ 12 milliards d'euros. Lors de sa prise de fonction en début d'année, le ministre des Finances tablait sur un excédent de 1,2% du PIB avant de réviser une première fois à la baisse ses objectifs à 0,15% du PIB en juillet. Une véritable descente aux enfers qui égratigne la déjà faible crédibilité du gouvernement en matière budgétaire et qui risque de renforcer la déprime ambiante, souligne l'agence de notation Moody's. Joachim Levy paie ainsi le prix de la récession et du blocage politique qui entrave les réformes, Brasilia, la capitale politique, étant toujours sous le coup de l'impact de la crise de corruption à Petrobras, la société nationale pétrolière, et d'une éventuelle procédure de destitution à l'encontre de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Mexique, El Chapo toujours en cavale. Joaquim Guzman, le patron du cartel de Sinaloa, se serait blessé ces derniers jours à la jambe et au visage en fuyant les forces de sécurité mexicaines qui le recherchent de nouveau depuis son évasion d'une prison de haute sécurité le 11 juillet dernier. Le gouvernement fédéral affirme que le baron de la drogue a dû fuir précipitamment pour éviter d'être capturé. Joaquim Guzman, dit El Chapo, en raison de sa petite taille, s'impose comme le narcotrafiquant le plus important du monde. Il s'est évadé le 11 juillet à l'aide d'un tunnel de plus de 1,5 km à 10 mètres de profondeur. Il est redevenu l'homme le plus recherché du Mexique. Costa Rica, le diamant vert. Cet écrin de nature de 5 millions d'habitants rêve de devenir la première nation neutre en CO2 à l'horizon 2021. Plus de 98% de l'électricité est produite à partir d'énergies renouvelables. Dès les années 1980, le pays a été pionnier en Amérique latine dans la recherche en énergie éolienne. Le Costa Rica compte 9 parcs éoliens et prévoit d'en construire 8 autres d'ici 2017. Le vent est la 3e source d'énergie électrique après la géothermie et l'hydraulique. L'exemplarité du Costa Rica sera à l'honneur lors du prochain sommet COP21 à Paris en décembre prochain. Cancan, déballage, vaudeville, les mots ne manquent pas pour qualifier la sordide affaire qui agite depuis quelques semaines la municipalité de Sainte-Rose. La mairesse qui révèle l'agression dont elle aura été victime par son époux et désormais ex-compagnon politique. La dite mairesse qui est accusée, elle, de diriger la commune avec un directeur son directeur de cabinet, qui serait en même temps son amant, selon un 3e adjoint au maire. Bien comment les Saint-Rosiens réagissent à tout cela, voilà le reportage de Richard Scott Damar. La mairie de Sainte-Rose dans la tourmente médiatique depuis plusieurs jours. La maire de la commune, Claudine Bajazet, est mise à mal par plusieurs rumeurs concernant sa vie privée. À Sainte-Rose, les habitants ont des avis singuliers sur la polémique. Moi, je trouve c'est désolant quoi, pour commune que Sainte-Rose sont grandes communes et puis pour débuter on ça vient arriver et puis c'est vraiment c'est con ça. Eh bien ça c'est mon c'est habitat mon occupé d'habitat c'est habitat
On a des affaires, c'est un grand monde, c'est vrai qu'on met des habitants. Parce que madame et monsieur, ça ne doit être qu'à finir dans la rue, il faut organiser. Il faut arrêter avec ce butin-là. Elle doit s'imposer quand même, parce qu'il formait une équipe et subitement, je trouve que c'est déloyal qu'un de ses adjoints essaie de mettre la zizanie où il n'y en a pas. Et s'il sent qu'il n'a pas sa place, qu'il s'en aille. Pourquoi il se bat sans arrêt et puis la zizanie Elle a sa vie, ça fait partie de sa vie privée. Si elle est en mesure de mener à bien la société de Sainte-Rose, Sainte-Rosienne, donc ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce propos? On n'a pas le droit d'entrer dans la vie privée de quelqu'un. Même si c'est un homme politique, même si c'est une femme politique, laissez-la vivre, laissez-la faire ce qu'elle doit faire au niveau de la localité. Elle est élue pour un certain nombre d'années. Dans une situation comme ça, vie privée mélangée, dans l'habitat public, c'est triste, c'est tout, voilà. Mais moi, je ne vais pas faire polémique si ça n'a pas vie privée à mon pas moi personnellement. Voilà. Donc faire remonter tout ça à la surface, je ne suis pas sûr que ce soit très constructif. Maintenant, s'il s'avère que c'est vrai, je dis si, parce que moi je me méfie toujours des médias et des ragots. Je trouve ça dommage. Cela étant, c'est pas ce qui va faire avancer la Guadeloupe. Moi, voilà ce que je pense globalement. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette affaire. Le bio, c'est une mode, c'est un choix de vie également et de plus en plus de boutiques spécialisées dans l'alimentation bio s'ouvrent en Guadeloupe, répondant ainsi à une demande de plus en plus grandissante sur fond de diverses préoccupations liées bien sûr à la santé. Le reportage d'Esmeralda Grel et Patrick Curie. Yvel, déjà 10 ans dans la culture bio, s'est lancé dans l'agro-transformation à Morne-à-l'Eau. Son objectif, valoriser les produits du terroir. L'agriculture bio sans OGM, avec engrais naturels, répond à un cahier des charges spécifique. Je fais un petit peu de farine, de mes propres produits, pour pouvoir en faire du pain, des galettes et autres. Voilà. Donc ceci, bien entendu, pour les personnes qui ont des problèmes d'allergie au gluten, ou éventuellement des gens qui voudraient tout simplement manger des produits locaux, sains et de saison. Il existe environ une quinzaine de magasins spécialisés dans le bio en Guadeloupe, avec une clientèle assez variée. Nous avons tout type de clientèle. Nous retrouvons des gens parfois qui sont par exemple des allergiques, des intolérants, donc soit aux produits laitiers, soit au gluten, qui se fait de plus en plus, qui fait parler de plus en plus de lui. Nous retrouvons aussi des personnes qui souhaitent changer d'alimentation, c'est-à-dire qui passent peut-être des produits trop transformés à une alimentation moins transformée. On retrouve aussi des personnes qui souhaitent faire des régimes, des rééducations alimentaires. C'est une clientèle assez large quand même. Voilà. Mais on essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Un marché en pleine expansion dans notre région, autour d'une filière qui tente de répondre à une demande de plus en plus croissante. Au Mémorial Act, on y revient avec l'exposition d'Arbossier dans ses migrations, l'histoire de cette usine et plus généralement de ce site lié à presque toutes les migrations en Guadeloupe du 19e au 20e siècle. Une exposition faite de photos, d'objets divers et de témoignages vivants. Anne-Elisabeth Arsène. Un voyage au cœur des migrations, voilà ce que propose l'exposition d'Arbossier, un site historique sur lequel repose le Mémorial Act. Nous parlons de l'histoire de cette usine et nous remontons dans le temps pour parler de l'histoire de tous ceux qui sont venus y travailler, qui étaient certes des créoles guadeloupéens, mais également des travailleurs venus de toutes les autres parties du monde, de l'Inde, de Chine, du Japon, bref. Au moment où est construite, où est inaugurée l'usine, c'est véritablement la Guadeloupe ouverte à toutes les parties du monde et ces gens vont véritablement construire, constituer, forger la Guadeloupe contemporaine. Des portraits, des témoignages d'anciens employés ou de descendants de migrants, l'exposition d'Arbossier au cœur des migrations vise à mieux faire connaître leurs histoires, mais également mieux connaître l'histoire de la Guadeloupe en général.
tant concernant l'industrie sucrière et ses évolutions technologiques post-esclavagistes que notre histoire contemporaine. On en vient maintenant à notre page des sports, ou plus exactement à la 5e journée du championnat de division d'honneur. On parle football, bien évidemment. Et hier soir, la solidarité scolaire a été battue chez elle entre guillemets, car la rencontre se déroulait à Bémao, 1-0 par le Phare du Canal. Les rencontres de cet après-midi, Étoile de Mornalo, Amical Club de Marie-Galante, c'est à Mornalo. Gourbet rencontre le Sirocco à Rivière-des-Pères à Basse-Terre et l'Arsenal affronte le CA Marquisa à Petit-Bourg. Ce soir, Red Star USBM à Bémao, CSM Juventus, c'est le choc de cette 5e journée. Cette rencontre se déroule à Petit Canal et je vous rappelle, si vous ne le savez déjà, que la rencontre USR gauloise a été reportée. Avant de nous quitter, le temps qu'il fera cet après-midi, le ciel, vous vous en rendez bien sûr compte depuis ce matin, sera encore nuageux avec des averses un peu partout sur la Guadeloupe et des orages même sur la région Pointe-Troise, le sud Basse-Terre, la Côte-sur-le-Vent et la région de Saint-Rose-des en particulier. Les températures, quant à elles, varieront entre 18 degrés sur les hauteurs de Basse-Terre, et oui, 18 degrés sur les hauteurs de Basse-Terre-Saint-Claude, et 29 degrés dans le nord de la Grande Terre. L'information continue sur Alizé, sur notre site www.alizé.com. Je vous retrouve quant à moi ce soir 19h pour notre deuxième édition régionale.